Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour 20 minutes d'actualité justement ce soir et voici les titres de ce lundi 3 mai 2021. Le 1er mai rime avec muguet et avec fête du travail sur le site de l'usine Ferropem de la Léchère. Toute une vallée s'est mobilisée aux côtés des ouvriers menacés de licenciement. Fanette de Buisson était sur place, reportage à suivre. Et puis le procès fait les gros titres de l'actualité. Le procès de Nordal Lelandais a débuté ce lundi à Chambéry. Il était très attendu et il est suivi par la presse nationale et internationale. Sébastien Germain et Colline Lemeuriot étaient sur place. On regarde tout de suite le reportage. 10h15 ce lundi matin au palais de justice de Chambéry. La cour d'assises de la Savoie entre dans la salle Antoine Favre pour le procès de Nordal Lelandais, accusé d'avoir tué le caporal Arthur Noyer en avril 2017. Comme prévu, les journalistes sont présents en nombre. Ils sont plus de 120 à s'être fait accréditer pour couvrir ce procès si particulier. C'est un procès normal, hors norme. Voilà, le président nous a dit que c'était un procès normal, mais il est forcément hors norme puisqu'il est médiatisé, il est ultra médiatisé. Et on ne peut pas dire qu'on fonctionne dans ce procès comme on pourrait fonctionner dans un procès ordinaire, c'est pas possible. Et vous avez bien vu la longue intervention de mon confrère pour nous expliquer ce qu'était le droit. Je pense qu'on aurait pu se passer de cet incident. Un procès hors norme, car oui, il a démarré par une longue plaidoirie de maître Alain Jakubowicz qui a demandé la nullité d'une expertise psychologique. En outre, le traitement et l'abattage médiatique sont d'ailleurs un des objets principaux de ce procès. L'avocat de l'accusé l'a d'ailleurs rappelé ce lundi matin en évoquant la noria de journalistes qui a déjà fait de Nordal Lelandais un tueur en série. Et preuve du caractère spécial de ce procès, des médias étrangers ont fait le déplacement. Je crois qu'en Belgique, on reste traumatisé par ce qu'on a connu, c'est-à-dire l'affaire Dutroux, l'affaire Fourniret. Donc quand il s'agit de quelqu'un qui est soupçonné d'avoir enlevé, séquestré, tué une gamine, c'est l'affaire Maëlys, ça intéresse la Belgique, ça intéresse le pays. Et il y a ce fantasme, à l'heure qu'il est, du tueur en série. Donc c'est cela aussi qui justifie le fait que nous soyons présents. S'il est très attendu par la partie civile, par la défense et par les journalistes, ce procès se signale également par une très forte affluence du public. J'ai déjà suivi plus de 40 procès, mais j'avais jamais assisté à un procès de ce type avec une telle médiatisation, une pression importante. Et ce qui m'a aussi interpellé, c'est la qualité quand même des interventions des magistrats, des avocats. On est à un niveau qu'on ne voit pas quand même à Valence, dans la cour d'assises de la Drôme. Le procès de Nordal Lelandais devrait durer au moins jusqu'au mercredi 12 mai 2021. Il y a fort à parier que la cour d'assises de Chambéry devrait continuer de faire le plein pendant toute la durée des débats. La nouvelle est tombée fin mars. Le groupe Ferroglobe a annoncé la fermeture des usines Ferropem de Châteaufeuillet en Savoie et des Claveaux en Isère. Plus de 300 emplois sont menacés. L'annonce de l'arrêt de l'activité a sidéré les ouvriers et leurs familles. Sur le site de la Léchère, toute la vallée s'est mobilisée samedi matin à l'occasion du 1er mai, jour de la fête du travail. Fanette de Buisson était sur place, reportage. La direction a décidé d'arrêter le four, d'arrêter le seul four qui nous restait pour vivre, on va dire. Et voilà, quoi. On fait rien dans l'usine, quoi. On est à acte de présence. Là, on vient parce qu'il faut qu'on vienne et puis on a des familles à nourrir. On tourne en rond depuis ce matin. Ils étaient à leur poste depuis 4 h du matin, mais la journée, comme toutes les autres depuis plus d'un mois, est bien longue. Les 223 personnes de l'usine de Châteaufeuillet font acte de présence, les 4 fours sont à l'arrêt. Pas un bruit, rien, c'est calme, ça fait peur. Je vous avoue, ça fait peur. Ouais, ça fait quand même peur. Le matin quand on arrive, ou même l'après-midi, qu'on se retrouve, pas une machine en route, pas un four en route. Ouais, entendre les oiseaux chanter dans les fours, alors que d'habitude on les voit pas, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, l'hiver, on est bien parce que les températures extérieures sont bien, mais l'été, je peux vous dire qu'il fait très chaud dans l'usine. Et je pense qu'on ne mérite pas voilà, on a quand même bavé à notre poste de travail et je pense qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive maintenant, quoi. Surtout qu'on ne pensait surtout pas que ça allait arriver comme ça. Une usine en veille complète, c'était impressionnant. On pensait à un reclassement social de 100 personnes, comme ils nous annonçaient. 2 fours à l'arrêt sur 4
on ne peut pas faire travailler tout le monde. Bon, bah d'accord, on savait qu'il y a l'air de la casse sociale, mais là, de fermer l'usine, on ne comprend pas. En cette journée de fête du travail, 600 personnes se sont réunies pour dénoncer cet arrêt d'activité. Parmi elles, les salariés, leurs familles, les élus, les habitants de la Léchère, les anciens. Depuis 1928 et sa création, le site industriel a marqué de son empreinte la vallée entière. À l'époque, 500 personnes y travaillent. Déjà, ça a permis à pas mal de gens de vivre. Pour les agriculteurs, c'était beaucoup de doubles actifs. Donc ils travaillaient ici et après ils faisaient la campagne. Et donc l'usine a été un apport d'argent financier, un apport financier qui a pu permettre de moderniser un peu, acheter des machines, acheter de l'agriculture. Et ça, c'était un tout, quoi. Bon, il y avait mon père qui travaillait, il y avait un oncle, j'avais un frère encore qui est parti à la retraite l'automne dernier. Bon, c'était un peu une famille, quoi. L'usine est la plus importante des 6 sites français du groupe. Celle de Claveau en Isère est elle aussi condamnée. L'objectif désormais, que le groupe accepte enfin de vendre à un éventuel repreneur. Pour le moment, il s'y refuse. Le combat se poursuit à Féropem et dans la vallée. Et le sort de ces ouvriers a, une fois n'est pas coutume, réunis autour d'un même sujet différents candidats aux élections régionales. Plusieurs d'entre eux ont fait le déplacement sur le site de la Léchère. Le républicain Laurent Wauquiez s'est déplacé vendredi, le Rassemblement national et sa tête de liste Andrea Cotarac et les écologistes, soutenus par l'eurodéputé Yannick Jadot, étaient pour leur part sur place ce samedi. On écoute quelques réactions au micro de Fanette de Buisson. La région, elle peut faire 2 choses dans cette affaire. La première, c'est user de son poids de collectivité et du poids des élus pour intervenir auprès de l'industriel, auprès du gouvernement, pour que les choses bougent et que nous ne soyons pas dans un attentisme où on laisse se dégrader la situation. La deuxième chose que nous puissions faire, et comme on l'a fait déjà ailleurs, sur d'autres sites industriels, dans d'autres lieux de la région, c'est intervenir en accompagnement des investissements, parce que nous croyons beaucoup à l'industrie. C'est un pilier important de notre économie, y compris ici en Tarentaise, où on a plutôt l'habitude de regarder vers le haut. Il ne faut jamais oublier que la force de nos territoires, elle s'est d'abord faite avec la houille blanche, elle s'est d'abord faite avec notre industrie. Cette logique mondialiste détruit tout sur son passage, puisque le conseil d'administration de Ferroglobe, qui est quand même leader mondial sur le marché du silicium, qui dégage, je crois, 28 millions de bénéfices, notamment en 2018, eh bien, a décidé de fermer des sites parce qu'on a des actionnaires qui n'ont jamais mis le pied ici chez nous, en Savoie, on va dire, ou dans nos 2 Savoies, qui ne connaissent rien au travail qui est mené par les ouvriers, mais qui malheureusement souhaitent un taux de rentabilité plus fort et donc décident d'écarter des salariés. La région, il faut qu'elle agisse. Voilà. Il ne suffit pas de saupoudrer comme Laurent Wauquiez le fait, essayer de faire en sorte que tout le monde soit content sur l'ensemble des territoires. Non, il faut définir quels sont les trous dans la raquette, accentuer, cibler, géolocaliser les priorités. Et incontestablement, force est de constater que ces 2 sites-là, à Claveau et ici, sont des priorités de la région. On a besoin de silicium pour faire des panneaux photovoltaïques. Les rapports, y compris officiels, disent combien la France est en retard. Donc il faut accélérer la production de panneaux et l'installation de panneaux. On a besoin de batteries électriques. On veut retrouver de la souveraineté médicale. Donc on a besoin de silicone. On a besoin d'acier très performant. Donc on a besoin de cette usine. Nous avons de l'énergie hydroélectrique. Nous avons du silicium ici avec Ferropem. Nous avons un des plus grands centres mondiaux de recherche avec l'INES au Bourget-du-Lac. Et nous avons Photowatt à Bourgoin-Jallieu et toute une série de PME qui animent et qui peuvent contribuer au développement de cette filière photovoltaïque. Nous avons besoin d'une région stratège qui investit dans les secteurs d'avenir. Et notre invité du soir est un habitué des luttes sociales, de la politique également. Il s'agit du réalisateur Gilles Perret. Bonsoir, merci d'être en ligne avec nous. Ce soir, vous êtes réalisateur, documentariste. Vous avez réalisé de nombreux films autour de problématiques économiques et sociales. L'un de vos films, De mémoire d'ouvrier, porte justement sur ce monde ouvrier. Alors pour faire le lien avec le reportage précédent sur cette mobilisation du côté de l'usine Ferropem, c'est une lutte qui vous en rappelle d'autres peut-être ?
Oui, bonsoir. Oui, bien sûr, ça en rappelle d'autres. Après, les luttes, malheureusement, on a souvent l'impression que les luttes sont toujours perdues. C'est pas vrai. Il y a des luttes qui gagnent. Après, les raisons sont à peu près toujours les mêmes concernant notre territoire. C'est que on a une économie qui est dirigée avec une économie de court terme, une économie financière qui est de court terme, et donc du coup qui viennent prélever des richesses sur les richesses produites par les salariés du coin, mais comme partout ailleurs. Donc, tant que les politiques ne mettront pas des règles sur ces flux financiers et sur l'économie, eh bien, on continuera de subir des choses comme ça, parce que c'est évident que sur une lutte comme celle-ci, si on mettait tout dans la balance au niveau économique, en termes de retombées économiques locales, en termes d'activité et en termes de salaire direct aux salariés, si on mettait aussi dans la balance le coût environnemental lorsqu'on ne produit plus sur place, sachant qu'on a besoin de ces produits-là, eh bien évidemment que ces entreprises ont toutes les raisons de rester sur le territoire. Mais si on ne prend qu'un paramètre, qui est le paramètre financier, effectivement, c'est mal barré. Donc malheureusement, heureusement, la solution est politique. Il faut juste se méfier des escrocs qui profitent dans certains partis de cette occasion-là pour se faire voir, mais qui sont globalement très absents le reste du temps. Avant de parler du film que vous venez de réaliser, un petit retour aux sources, Gilles Perret, parce que vous êtes originaire de Mieuxy, si je ne me trompe pas, on le sait peut-être pas beaucoup, en Haute-Savoie. Votre papa était un ouvrier militant de la CGT. Est-ce que votre envie de documenter ce monde ouvrier, ces luttes sociales, elle vous vient de là, de vos origines ? Ouais, enfin, mes origines, j'habite à Mieuxy toujours. Je suis pas, j'ai pas bougé moi du village là où je suis né, à Quincy, un hameau de Mieuxy. Donc oui, évidemment que quand selon ce qu'on a vécu dans notre jeunesse et comment on a été éduqué, encadré, et selon à la fois les souffrances, mais aussi les joies, les satisfactions, eh bien, on est tous le fruit de ça. Donc c'est sûr que ma préoccupation sur ces questions sociales et maintenant aussi les questions environnementales, je pense que ça vient de là. Et c'est vrai que mon père, qui était ouvrier et qui a toujours eu un parcours assez digne tout au long de sa carrière, en vivant modestement, m'a certainement inspiré tout ce que je peux faire en ce moment, que ce soit en documentaire ou en fiction, bien sûr, mais comme tout le monde. En 2019, vous avez sorti un film qui s'intitule Je veux du soleil, co-réalisé avec le député de la Somme François Ruffin. C'était sur le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement dont on entend moins parler. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui de ce mouvement ? Ça a été un moment très très important, hein, puisque on attendait ce moment-là depuis un moment dans la région, et enfin dans la région en France, puisqu'il y a quand même tant d'inégalités, tant d'injustices et surtout tant de mépris quant à une certaine catégorie de population par un gouvernement et par un état d'esprit qui est quand même très méprisant, très arrogant, très sûr d'eux, et donc qui ne prennent jamais en considération ces gilets jaunes et les gens on va dire aux faibles revenus et avec des statuts sociaux difficiles, enfin précaires, on va dire. Donc ce mouvement-là était tout à fait dans l'air du temps. Moi, je suis très content qu'il ait vu le jour. Après, quand un mouvement a en face de lui la force de la police, mais la force aussi de la communication, qu'on a un gouvernement et un président qui a été quand même fortement mis en place à la fois par la finance et à la fois par les médias, qui avaient intérêt à ce que ce président-là arrive, c'est sûr que la bataille est un peu inégale et que les gens s'épuisent, mais quelle belle bataille menée et qui laisse encore des traces aujourd'hui, puisque évidemment que rien n'a été solutionné, même si on a essayé d'enterrer ce mouvement par un grand débat qui n'a accouché de rien, comme la Convention citoyenne écologique qui n'a accouché de rien. Et en fait, on tue les initiatives et les revendications par l'usure, par le temps, par la force, par l'argent. Donc, bon, voilà, mais en tout cas, le mouvement n'est pas éteint, et tous les gens qui ont participé à ce mouvement des Gilets jaunes, en fait, c'est ce qui nous avait marqué avec François Ruffin dans le film, c'est qu'en fait, ils ont relevé la tête à un moment donné, et ils ont existé, et ils se sont fait entendre. Et ça, c'était pour beaucoup qui vivent souvent seuls, qui travaillent seuls, c'était même pas envisageable. Donc, ça a changé leur vie, c'est sûr. Donc déjà, ça, c'est bien de pouvoir relever la tête et dire on est là, on existe et on a le droit de vivre nous aussi, puisque la plupart de ces gens, en plus, avaient des métiers, mais des métiers qui ne permettent pas toujours de vivre, ce qui est quand même, ce qui pose question, on va dire, dans notre
société qui est quand même la 6e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, vous vous intéressez à d'autres métiers, les métiers que vous appelez les métiers du lien. Ce sont notamment les auxiliaires de vie auprès des personnes âgées, les aides pour les enfants en situation de handicap. Votre film qui sort ou qui essaye de sortir en tout cas avec les salles fermées pour le moment, il s'intitule Debout les femmes. Pourquoi ce film et pourquoi maintenant ? Pourquoi ce film s'intitule Debout les femmes? Excusez-moi, il y a une coupure, c'est ça? Pourquoi en fait vous intéressez-vous à ces métiers-là maintenant? Pourquoi vous avez décidé de faire ce film maintenant? Non, en fait, l'origine du film, c'est bon, avec François Ruffin, on se connaît depuis une quinzaine d'années, hein, et on a toujours eu quand même des préoccupations sociales, ou en tout cas, on s'intéresse plutôt aux gens de peu qu'aux gens de beaucoup, qui eux ont beaucoup d'espace pour s'exprimer. Et en fait, on va dire que c'est presque une suite logique. L'origine du film, en fait, c'est juste que François Ruffin donc, a eu une mission parlementaire pour faire un état des lieux de tous ces métiers qui sont les auxiliaires de vie sociale, donc les aides aux personnes âgées, les aides aux enfants en situation de handicap, les femmes de ménage, tous ces gens qui n'ont pas de statut. En fait, les salaires ne sont pas uniformes sur l'ensemble du territoire. Toutes des femmes, une immense majorité de femmes, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont si mal payées, qui exercent ces métiers-là, vivent en dessous du seuil de pauvreté, en dessous du SMIC, tout en faisant un nombre d'heures au-delà des 35 heures, mais avec des trous dans la journée et avec des vies qui sont très très difficiles. Donc je pense que c'est normal que quand on est documentariste, on s'intéresse à cette question-là. Donc l'idée du film, c'était de suivre cette mission de François Ruffin, et puis en mettant un petit peu d'humour, un petit peu aussi de colère, aussi d'émotion, puisque cette mission se fait en collaboration avec un député de La République En Marche qui s'appelle Bruno Bonnell. Et du coup, il y a aussi, pour que ce soit un film, puisque pour que ce ne soit pas uniquement de la dénonciation politique, ça met un petit peu de complexité, un petit peu d'humain, un petit peu puis un petit peu d'humour, un petit peu de tendresse, un petit peu de colère, et puis aussi une bonne note d'espoir, puisque le but quand même de ce film-là, c'est aussi de faire voir ces femmes et que leur situation change. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Est-ce que vous avez des dates déjà de diffusion, de programmation? Alors là, il semblerait que l'horizon s'éclaircisse un petit peu. Vous avez entendu que les salles ont prévu de rouvrir le 19 mai. Nous, le film devait sortir le 17 mars, donc on a annulé évidemment la sortie. Ce qu'on va faire certainement, ça vous concerne à Huit-Mont-Blanc, puisque je vais faire quelques avant-premières dans la région pendant le printemps, là, en mai et juin, dans les salles qui ont l'habitude de m'accueillir. Avec François, on va faire quelques événements avant l'été, mais un film comme ça, il vaut mieux le sortir à l'automne, quand l'avalanche des films sera passée, mais surtout, c'est des films qui suscitent beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Sur Jeux du Soleil, on en a fait, je ne sais pas, peut-être 200, et avec presque 200 000 spectateurs. Donc, il nous faut un petit peu de temps pour installer ça, et ça ne sert à rien de sortir un film comme ça pendant l'été. Donc, en fait, la sortie nationale du film se fera entre la mi-octobre et fin octobre. On est en train justement de définir les dates ces jours-ci. Merci beaucoup Gilles Perret d'avoir été avec nous. On suivra cette sortie et ces dates de près. Merci beaucoup et à bientôt. Dans l'actualité également, des lycéens ont bloqué l'entrée de leur lycée ce lundi matin alors qu'ils reprennent les cours en présentiel en demi-jauge. Certains protestent contre le maintien des épreuves du bac. Ils demandent à ce que seul le contrôle continu, c'est-à-dire les notes obtenues au cours de l'année, soient prises en compte pour obtenir le diplôme. À l'appel du syndicat étudiant UNEL, ils ont donc manifesté devant leur établissement un peu partout en France. C'était le cas au lycée Madame de Staël de Saint-Julien en Genevois, vous l'avez vu sur ces images, et devant le lycée Gabriel Fauré à Annecy. Le premier tour des élections départementales aura lieu dans un mois et demi. Il ne reste plus que 2 jours aux candidats donc, pour déposer leur candidature auprès de la préfecture. Situation sanitaire oblige, cette année, ils doivent prendre rendez-vous pour le faire. À ce jour, 71 candidats ont déposé leur candidature. On écoute à ce sujet Thomas Fauconnier, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie, au micro de Marine Schneider et de Lucas Ruche,
Cette année, à la différence des années précédentes, on a pris en compte les mesures de protection sanitaire à la fois des agents qui reçoivent les candidatures et puis des candidats et de leurs mandataires. Donc on ne fonctionne que par rendez-vous dans une salle qui est, comme vous le voyez, adaptée et avec des éléments de protection qui permettent de nous assurer qu'on respecte bien les mesures sanitaires. Ce dépôt de candidature arrivera à son terme le 5 mai, donc dans 2 jours. Il est important que des vocations tardives, que des candidats qui souhaiteraient venir déposer leur candidature aient bien à l'esprit la fin de cette période, puisque c'est un processus qui demande de la vérification et qui demande des éléments et des pièces de dossier importantes pour s'assurer de la régularité des opérations de vote. Donc on demande aux candidats potentiels de bien avoir à l'esprit que dans 2 jours, le processus sera clos. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous dans un instant. C'est la météo. Et puis, un nouvel épisode de votre émission Panorama. Elle est consacrée cette semaine au handisport. Et pour ce premier épisode, nous rencontrons un champion paralympique de ski alpin. Passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc et à demain.